Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, tendance du marché de l'immobilier et e-banking. Si l'on devait se référer aux derniers chiffres du HCP, du ministère de l'Habitat ou des cabinets privés relatifs au secteur de l'immobilier, eh bien, on penserait que les promoteurs commencent à voir le bout du tunnel et que les acheteurs conquis d'une baisse des prix. Mais selon notre premier invité, eh bien, ces données ici et là devraient être prises avec des pincettes. Al-Amin Najjar, expert en immobilier, également vice-président de l'Alliance des économistes istiqlaliens, partagera avec nous son diagnostic du secteur. Ensuite, en seconde partie de l'émission, on zoome sur la banque en ligne, ses risques et ses avantages et comment les banques marocaines pourraient s'immuniser davantage contre les dangers des cyberattaques. Des questions auxquelles répondra l'expert en IT, Khalid Ziani. Bienvenue à toutes et à tous. Mais avant de joindre notre premier invité, Ala Benani nous liste les principaux chiffres officiels du secteur de l'immobilier. C'est sans doute une bonne passe pour les acheteurs, une mauvaise pour les promoteurs, à en croire les chiffres récents du cabinet britannique de consultation immobilière Knight Frank. Les prix immobiliers au Maroc ont baissé de 3,3% à fin décembre 2020, en glissement annuel. Pour ce qui est du ciment en matière première de base de la construction, le département de l'habitat relève un repli des ventes de 10% en 2020, après une augmentation de 2,6% un an auparavant. Durant la période de confinement, la consommation du ciment a baissé de près de 18%, prévisible puisque le nombre de mises en chantier a diminué de moitié l'année dernière. Côté crédit immobilier, le ministère de l'Habitat constate une hausse de 2,5% en décembre dernier, en glissement annuel. Enfin, les prévisions du HCP sont plutôt optimistes, prévoyant une reprise de l'ordre de 5% en 2021, ce qui devrait amortir la chute de 10% enregistrée en 2020. Pour rappel, le secteur de l'immobilier contribue à hauteur de 6,8% du PIB et assure un emploi pour plus d'1 million de personnes, soit 10% de la population active, d'après les données de la FNPI, la Fédération nationale de la promotion immobilière. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Al-Amin Najjar, vice-président de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Bonsoir Al-Amin Najjar. Bonsoir, Madame Ihsan. Si on devait commenter ces chiffres, on vient de l'entendre, beaucoup d'estimations, notamment très positives pour la reprise, pour cette année 2021. Mais voilà, dans un billet, vous avez contesté les données qui ont été partagées par les différentes institutions. Qu'est-ce qui cloche dans ces chiffres, Al-Amin Najjar? En fait, aujourd'hui, quand on appréhende l'évolution d'un secteur, ce n'est pas uniquement à travers les transactions immobilières. Et surtout, comme vous le savez, les transactions immobilières ont évolué au fil du quatrième trimestre 2020 et au début de cette année, eu égard aux conséquences des mesures qui ont été prises, notamment fiscales, au niveau de la loi rectificative de septembre 2020 et la loi de finances 2021. Donc, ces transactions, en fait, viennent ici pour, si vous voulez, liquider le stock des appartements existants et produits en 2020 et avant, et essentiellement au niveau du segment du logement social. Donc, ce n'est pas une tendance lourde. Quand on veut appréhender l'évolution d'un secteur, surtout de l'immobilier, le caractère mise en chantier, l'indicateur mise en chantier est important. Comme vous savez qu'en 2020, cet indicateur a baissé de moitié et que ce secteur fait vivre 1 million de personnes, vous convenez avec moi que la situation n'est pas extraordinaire. Et en 2021, le nombre de mises en chantier n'a pas redémarré avec la vigueur attendue. Il est encore loin des espérances. C'est pour ça que je suis plus ou moins dans l'expectative
Et je m'interroge sur les chiffres annoncés ici ou là encourageants, parce que avec cette donnée de des mises en chantier qui sont très faibles et qui n'ont pas redémarré, il y a aussi un indicateur très important de l'évolution du secteur, c'est les livraisons de ciment. Les livraisons de ciment ont continué à baisser en janvier et en février d'une manière prononcée, plus de 10%, et cela montre que les effets et les impacts négatifs de la crise sanitaire sont toujours là et que la confiance des investisseurs n'est pas encore de mise sur ce secteur. Il y a l'immobilier, il y a le BTP. D'où vient le problème de données? Est-ce que déjà on arrive à faire une différenciation entre ces deux pôles de construction et qui font justement les chiffres notamment de vente de ciment? Et selon vous, comment résoudre cette cacophonie, comme vous la citiez dans votre billet, comment résoudre ce problème pour avoir une tendance claire et qui puisse donner une idée aux investisseurs qui soit plus proche de leur propre réalité? C'est la mise en place d'un observatoire de l'immobilier qui reprenne toutes les données du secteur et qui donne d'une manière objective et régulière les informations sur le secteur. Aujourd'hui, le ministère dispose des éléments qui lui permettent donc de construire et de constituer cet observatoire de l'immobilier. C'est une demande pressante et aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir, comme dans d'autres secteurs, chaque mois, un rapport des évolutions, des chiffres donnés par type de segment, que ce soit le moyen standing, le haut standing, le social, mais aussi par type de construction, immeuble, villa, lotissement, pour qu'on puisse avoir une idée et qu'on puisse faire une analyse objective de l'évolution du secteur. Il faut qu'on puisse driver le secteur de l'immobilier aujourd'hui avec des éléments pertinents, pas avec des prévisions ou des suppositions qui sont faites sur la base de chiffres qui sont aujourd'hui centrés sur quelques grands centres urbains et qui ne reflètent pas la situation de tout le royaume. Sachez qu'aujourd'hui, le secteur de l'immobilier, de l'autoconstruction, prend une part prépondérante, pour ne pas dire quasi majoritaire. Donc, or, l'autoconstruction, il faut pouvoir l'appréhender et pouvoir donc la stimuler. Ces chiffres, en tout cas, vont donner une idée objective de la situation du secteur, mais aussi de l'écosystème qui tourne autour du secteur. Le manque de visibilité s'explique par, pour moi, 3 facteurs importants. Le premier, c'est que aujourd'hui, comme vous le savez, le logement social donc, est dans une situation de transition puisque toutes les aides ont été arrêtées, mais nous n'avons toujours pas d'informations sur les alternatives qui ont été proposées. Donc un investisseur aujourd'hui qui voudrait se lancer dans ce segment, il ne peut pas le faire, il va s'arrêter. La classe moyenne, on en parle depuis des lustres, on ne voit rien venir. Les entreprises de construction aujourd'hui sont en très grande difficulté. Le fait qu'il n'y ait pas de mise en chantier nouvelle à un rythme qui puisse permettre une reprise va accentuer les difficultés des entreprises qui risquent de mourir. Donc, et ça, nous en avions parlé il y a longtemps. Aujourd'hui, il faut s'intéresser à la préservation déjà. Moi, je ne parle aujourd'hui que de préserver les emplois dans le secteur. Il faut aujourd'hui le souligner d'une manière positive. Tous les acteurs du secteur ont, pendant la période de crise, ils ont fait des efforts importants pour maintenir cette main-d'œuvre, mais aujourd'hui, en l'absence de perspectives d'avenir, et là, je reviens à mon plan de relance du secteur qui a été maintes fois annoncé par les autorités donc, en charge du secteur et dont on ne voit toujours pas la couleur. Aujourd'hui, quand on veut avoir de la visibilité, il faut qu'on puisse savoir où est-ce qu'on va aller, dans un court terme, dans un moyen terme et dans un long terme. Et c'est ça aujourd'hui qui est important pour qu'on puisse donc faire redémarrer la machine. La fiabilité des chiffres permet d'avoir une situation objective et réelle du moment. Très bien. Alors, c'est très intéressant que vous souleviez ce plan de relance, ces 2 circonstances. Quelles sont les principales propositions
et pragmatique, encore une fois, pour relancer le secteur. Et là, je ne parle pas simplement des mesures qui ont été entreprises dans le cadre de la loi de finances, mais qui ne ciblent qu'un seul segment du marché de l'immobilier, mais des autres segments aussi qui souffrent et dont les investisseurs sont vraiment à la peine. On a le haut standing, on a le social, on a le moyen standing, on a le rural et on a le locatif. Oui. Déjà, si on a identifié dans ce segment quels produits nous voulons, comment nous voulons y arriver, et surtout une approche, et ça on en a déjà parlé, une approche régionalisée. Aujourd'hui, les besoins de la région du Sud n'est pas le même que la région de Casablanca-Stade. Peut-être que dans ces régions-là, il faut plutôt développer le rural et le social, je dis ça comme ça, alors qu'au Casablanca aujourd'hui, comme c'est aujourd'hui le social a déjà une grande part, il faut passer peut-être au moyen standing qui est prioritaire et au locatif. Je dis, il faut aujourd'hui qu'on adapte les besoins des régions en fonction donc des attentes de la population. Deuxièmement, il faut qu'on puisse renforcer donc notre souveraineté. Et le Covid, la Covid aujourd'hui l'a prouvé. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur nos produits et matériaux de construction locaux, mais aussi nos compétences locales. Il faut donc qu'on agisse sur la formation des ressources humaines et aussi qu'on puisse promouvoir le Made in Morocco pour qu'on puisse permettre à l'écosystème dans son ensemble de redémarrer la machine. Quand on parle aussi, donc, il y a aussi des actions à faire au niveau réglementaire. Et je crois que sur cet aspect-là, la ministre donc, en charge du secteur a fait des annonces qui vont dans le bon sens, mais qui doivent être renforcées. Par contre, au niveau de la digitalisation, il y a un effort monstre qui a été fait. Mais aujourd'hui, son efficience et son efficacité restent à démontrer, et notamment la plateforme Rojas aujourd'hui, qui continue à susciter des inquiétudes au niveau des opérateurs. Absolument. Ça, c'est, si vous voulez, c'est des actions premières. Il y a aussi, bien évidemment, pour stimuler la demande, des actions à faire avec le secteur bancaire. Oui, mais pour stimuler la demande, je me permets de vous interrompre pour terminer aussi, parce que ça intéresse notre audience. Les prix, pourquoi sachant qu'il y a eu crise et que la demande a baissé, bon, elle est en train de reprendre selon les chiffres, différents chiffres d'ailleurs, mais ils se rejoignent là-dessus. Pourquoi les prix ne repartent pas à la baisse? J'apprécie le fait selon les différents chiffres, parce que aujourd'hui, les données que nous trouvons ici ou là sont des données sur des régions précises et sur des segments précis aujourd'hui. Les baisses qui ont été aujourd'hui constatées sont essentiellement dans le segment du haut standing. Or, le segment du haut standing ne constitue pas l'essentiel de la demande. La demande aujourd'hui, c'est dans le moyen standing et dans le social qui est persistante. L'offre est insuffisante, ou quand elle est présente, elle est sans considération avec les attentes de la région. Donc, ceci explique le fait que l'évolution des prix n'a pas connu la baisse attendue. Vous vous rappelez qu'au niveau de l'Alliance des économistes israéliens, on avait proposé un minimum de 10% de baisse qu'on demandait aux promoteurs. Mais aujourd'hui, ça a été fait sur certains programmes dans certaines régions. Mais ce n'est pas la panacée donc aujourd'hui partout. Et comme je vous le dis, au niveau du haut standing, aujourd'hui, il y a une hésitation donc à aller encore un peu plus. Mais il faut dire aussi, ça c'est un fait, il faut, pour pouvoir attirer donc la clientèle, il faut aussi que le secteur bancaire donc agisse de concert avec donc les promoteurs. Et aujourd'hui, nous constatons un resserrement des conditions d'accès au crédit bancaire. Très bien. Merci beaucoup. Merci Amine Jar, vice-président de l'Alliance des économistes Istiqlalia. Nous passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Et dans cette seconde partie, nous parlons d'e-banking ou de banque en ligne, devenu
par la force des choses une nécessité pour beaucoup de Marocains, au vu des circonstances bien sûr imposées par la crise sanitaire. Alors, avantages et inconvénients de la banque en ligne, c'est un sujet signal, Nani. Si la création de nouveaux comptes bancaires connaissait un accroissement annuel moyen de plus de 5% au Maroc, ce rythme est en train de décélérer, surtout avec l'avènement de la pandémie. Les Marocains préfèrent de plus en plus créer leur compte bancaire via une application mobile. En termes d'avantages, les banques en ligne offrent une compétitivité des tarifs et la gratuité de plusieurs services en ligne. À cela s'ajoute l'accès rapide à son compte pour faire un paiement, un virement ou une consultation du solde à tout moment de la nuit comme de la journée. Pour ce qui est des inconvénients, la plupart des utilisateurs évoquent le problème de la confidentialité et le degré de sécurité. Justement, tout récemment, Banque Al Maghreb a informé les banques marocaines d'une potentielle fraude au virement via l'application banque en ligne pour particuliers. Elle leur a par la suite demandé d'enquêter pour identifier des fraudes similaires. Pourtant, plus de la moitié des internautes marocains semblent virer vers le e-banking. D'après l'étude du cabinet de sondage marocain Synergia Group, 76% des interrogés ont exprimé un niveau de satisfaction global vis-à-vis des services bancaires en ligne et de 80% vis-à-vis des applications bancaires mobiles. Cela dit, les principaux freins à l'inclusion financière sont liés aux facteurs socio-économiques. 72% des adultes n'ayant pas de compte considèrent l'insuffisance des fonds comme l'un des obstacles à la bancarisation. 48% des adultes non bancarisés déclarent que le manque d'argent est l'unique raison pour laquelle ils n'ont pas de compte, estime Banque Al Maghreb. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Paris par Skype Khalid Ziani, expert IT et télécom. Bonsoir Khalid Ziani. Bonsoir. On vient de le suivre, donc quelques tendances de la banque en ligne au Maroc. Mais aujourd'hui, le e-banking au Maroc, c'est pour qui et pourquoi ? Le e-banking s'adresse à l'ensemble des strates de la population. Il est basé essentiellement sur la banque en ligne, sur Internet avec des interfaces web et la banque en ligne via le mobile, ce qu'on appelle le mobile banking. Et ces deux interfaces d'accès permettent de couvrir l'ensemble de la population, au moins au niveau des interfaces. Maintenant, effectivement, il y a encore des réticences pour une partie de la population à adopter et à adhérer au système bancaire, à créer des comptes. Mais les nouveaux acteurs qui sont permis par les nouvelles lois sur les établissements de paiement et les banques participatives permettent d'élargir l'accès même aux strates de la population qui sont réticentes à adhérer aux banques. Donc, on peut constater maintenant que le e-banking ou le m-banking va être accessible à l'ensemble de la population, même si effectivement le manque de fonds ou le manque de revenus justifie qu'on n'ait pas besoin d'accéder. Mais ceci dit, l'ensemble des services qui sont offerts par le e-banking, le m-banking, comme tout naturellement le paiement des factures par exemple, en ligne, incitent la population à adhérer pour bénéficier de ces services-là. Et ce qui leur permet de faire des opérations classiques comme payer sa facture d'eau et d'électricité, payer sa facture d'autoroute et ainsi de suite. Voire même faire ses courses. Mais voilà, vous avez parlé d'éléments qui peuvent encourager. Il y a aussi des éléments qui peuvent décourager le citoyen à opter pour cette technologie. Il s'agit des risques. Aujourd'hui, quels sont les risques de fraude en termes de transactions bancaires en ligne? Alors, les risques existent, bien sûr. Ceci dit, les différentes réglementations et les différents dispositifs antifraude adoptés par les banques ont permis de réduire ces risques d'une manière très importante. Donc, je vais citer en fait les différentes étapes. En 2013, l'ensemble des banques marocaines ont adopté la technologie du 3D Secure,
qui permet à la banque émettrice de la carte d'authentifier la personne qui paye sur Internet ou qui paye via son application de e-banking, donc notamment via l'envoi d'un code SMS dynamique qu'il faut ressaisir ou la vérification d'un code statique que détient la personne qui a la carte. Donc ce dispositif, qui est connu comme étant le dispositif 3D Secure, a été mis en place à partir de 2013 et généralisé à l'ensemble de la place bancaire, et la totalité des banques marocaines impose la vérification par le 3D Secure lors des opérations de paiement sur Internet ou des opérations de virement via l'application M-Banking ou e-Banking. Et ces dispositifs-là ont permis de réduire la fraude d'une manière très très importante. Mais pas totalement. Maintenant, pas totalement. Pas totalement. Pourquoi ? Parce que les fraudeurs ou les hackers continuent à chercher d'autres failles. Et dernièrement, donc à partir de 2018-2019, le dispositif antifraude du 3D Secure était basé essentiellement sur l'inviolabilité ou la non-vulnérabilité de l'envoi du SMS par l'opérateur téléphonique. Et depuis 2018-2019, il est possible d'intercepter des SMS par des hackers ou des fraudeurs et de détenir ce code qu'on peut ressaisir ensuite pour valider la transaction. Et ça, c'est quelque chose qui a fait réagir les régulateurs, notamment en Europe et aux États-Unis, et également les détenteurs, les switch des cartes Visa et Mastercard notamment, pour imposer de nouvelles règles d'authentification fortes. Et depuis 2019, il y a une nouvelle règle qui a été émise notamment en Europe sur les 27 pays européens, qui est ce qu'on appelle la directive DSP2, qui a été imposée aux banques pour sécuriser encore plus les transactions sur Internet et sur le mobile banking. Comment justement, notamment via ce système de SaaS, c'est là finalement où il y a une faille. Est-ce que finalement le fait que ces systèmes-là ont été un peu installés à la va-vite pour suivre un peu la tendance qui s'est imposée par elle-même, ont fait qu'on a peut-être omis de prendre en compte toutes les probabilités de fraude du côté des banques marocaines? Et si c'est le cas, comment remédier à cela et protéger les utilisateurs? Alors, il y a une nouvelle directive, comme je le disais, qui impose un nouveau système d'authentification forte. Cette nouvelle directive, donc ce nouveau système d'authentification forte, impose au moins 2 facteurs à vérifier au lieu d'un précédemment. Précédemment, on ne vérifiait que le code dynamique qui était envoyé par SMS, ressaisi par l'utilisateur, était bien le bon. Maintenant, on doit vérifier 3 facteurs et 2 au moins doivent être corrects. 3 facteurs. Alors, le premier facteur doit être basé sur la mémoire, c'est-à-dire c'est un code qu'on mémorise et qu'on restitue. Le deuxième facteur, il doit être physique, basé sur du matériel, par exemple l'identité de son téléphone ou de sa carte à puce ou de sa montre connectée ou de sa console de jeu. Et le troisième facteur est un facteur biométrique, c'est-à-dire que c'est soit l'empreinte digitale, l'empreinte vocale ou la reconnaissance faciale. Donc ces 3 facteurs-là, 2 au moins doivent être corrects et vérifiés par les banques. Alors ce dispositif, bien entendu, suppose que les banques mettent en place de nouvelles plateformes et de nouveaux dispositifs avec leurs clients pour vérifier l'authentification forte. Ça a été mis en œuvre en Europe. Donc, toutes les banques européennes, à partir de mai 2021,
auront totalement adopté l'authentification forte nouvelle version, mais les banques marocaines commencent à peine dans ce dispositif de mise en place de l'authentification forte. Donc, Banque El Maghrib doit les inciter à accélérer le mouvement parce que les fraudeurs n'attendent pas. Ça a déjà commencé avec cette circulaire. Exactement. Juste pour terminer, est-ce qu'il s'agit aussi d'une organisation au sein même des banques, en sachant que les systèmes d'information, les SSI dépendent du département du système d'information et pour certains experts, eh bien cela risque de poser aussi un risque de fraude. Alors comment justement ces banques-là devraient s'organiser? Rapidement, s'il vous plaît, Khalid Ziani, il nous reste très peu de temps. Les banques, la partie gestion des risques est un élément fondamental dedans. Et donc, cette partie cybersécurité n'est pas uniquement rattachée au système d'information, elle est essentiellement rattachée à la direction des risques. Donc, dans les organisations des banques, la cybersécurité est rattachée à la direction des risques. Et notamment, il y a une direction cybersécurité maintenant avec l'ampleur du développement de l'e-commerce et des moyens de paiement et de la monétique en général dans les banques. Voilà. Donc, dans les organisations des banques, il y a la partie cybersécurité est rattachée à la direction des risques. Très bien, et cette bancarisation en ligne est tout aussi importante, en sachant que l'un des plus gros chantiers très vital pour le pays, notamment par rapport à cette question de l'informel, est l'inclusion financière. Et elle peut se faire également via ces plateformes en ligne. Encore faut-il qu'elles soient totalement sécurisées et qu'elles attirent la confiance de leurs utilisateurs. Encore une fois, Khalid Ziani, merci beaucoup pour l'ensemble de vos éclairages. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à toutes et à tous.